Ça roule, hein? Tu as compris, moi aussi j'ai le choc. Donc, dans une journée comme ça, disons, c'est compliqué de reprendre le fil qui était le début de notre conversation, mais on savait à un moment donné, on ne sait pas définir ce que c'est la vie, et la création de la vie sur Terre est improbable. Donc, c'est un peu, pour moi, un vrai point de départ sur laquelle on a quand même cette idée fixe. On a plusieurs idées fixes, la psychiatrie, ce qui est l'habitabilité, ce qui est l'univers et le contexte de l'univers, la matière, le corps. Mais on sait aussi que la blessure précède la coupure. Donc on a toujours cette problématique de l'espace-temps. Dans ces facteurs, on n'a jamais une garantie d'excellence, mais la ligne droite, on sait qu'elle est que possible en temps de guerre. Sinon, c'est l'impasse ou le déni. Mais en même temps, c'est aléatoire. Le setup, au début, l'ordre, la remise à jour, le nœud n'est pas le timeline, la corde n'est pas le timeline, parce que c'est toujours lié à la tension. Et on a appris aussi qu'il faut autant écarter ses fesses ou les serrer, la distance entre les gens, la distance entre les gens est comme la distance entre les planètes, et on se retrouve toujours au même endroit, sur la même Terre, même quand on était sur Mars, on retrouvait le fond du ruisseau. On veut la sécurité, mais quand on est en sécurité, parfois on n'est pas confortable. Beaucoup de choses se passent sur une surface qui a l'air très légère, mais on comprend que la gravité nous tient sur une surface, mais que la surface peut être aussi très lisse. On l'a vu avec Mars et avec la Terre qui se étudie en profondeur, pendant que Mars étudie qu'en espace et en surface. Mais on a un épuisement, cet épuisement de cette énergie qui nous enlève la possibilité de concentrer sur une connexion qu'on pense aujourd'hui, la connexion comme une intrication, chose qui n'est pas toujours vraie, les choses ne sont pas toujours intriquées. On a un espace commun, mais cet espace commun a été créé par un enclosure, ou un enclosure dans la fin, inclusif ou exclusif, qu'on essaie de détruire avec cette idée de la dérive, mais cette dérive nous donne quand même toujours des règles de jeu. Même dans la dérive, on a des paramètres. On a un modèle, mais ce modèle qu'on a dit, on ne va pas regarder aujourd'hui les modèles, on a quand même regardé des visualisations de modèles. Donc pour moi, c'était la même chose. Quand on parle de la maladie, ce qui est stable et instable, on peut être ou malade ou prophète. Donc, est-ce que le prophète est un facsimilé ou une représentation de quelque chose qui est sacré dans un personnage, ou est-ce que ce personnage est vraiment malade et donc quelque chose qui a été animé, on doit le réanimer parce qu'on trouve que c'est presque une erreur de quelque chose qui était mis en place et qui devient invisible. Et la façon qu'on invisibilise les choses nous les rend distants, assez distants, comme si on regardait l'école par en haut. Et cette distance nous fait imaginer qu'on peut comprendre. Donc ça nous fait décoller. On est en train de décoller. Quand on décolle, fatalement, on doit atterrir. Qui était la pensée de Latour à une époque, quand il a pensé à où atterrir, pas comment décoller. Et évidemment, la pensée est quand même dénudant. Donc ça, c'était un peu la journée pour moi. Évidemment, Mars revient toujours comme quelque chose de inatteignable. Hein, l'enfermement. Et puis aussi ce qui est psychédélique,
fait ce décollage sans l'atterrissage. Mais la gravité définit l'humain. Voilà, ça c'était mes notes. Mais finalement, vous avez atterri quand même. Alors maintenant, les questions. Les questions, c'est pas forcément les questions, les remarques. Les remarques, vos contributions. Les réclamations. Ah oui, il faut dire qu'on a commencé quand même avec Philip K. Dick, hein, ouais. Sur le début de cette idée qu'il y a deux mondes, le monde individuel, idios cosmos, et le monde commun, kinos cosmos, en sachant que le commun, en grec, est quelque chose qui veut dire commun, c'est pas seulement partagé, c'est commun, c'est pas intéressant. Et quand on dit on saute dans le commun en grec, tokino, ça veut dire aussi le vide, en quelque sorte. Donc, c'est des concepts qu'on utilise un peu comme ça, mais on ne voit pas parfois la profondeur de ces pensées, comme on ne comprend pas la profondeur de la Terre, où il y a des diamants. Ça, c'était quand même... et Vincent, il est avec nous ou pas? Ouais, je suis là, je vous écoute avec grand intérêt. Ah ouais. Donc tu as raté le matin. Ouais, c'est clair. J'ai beaucoup aimé cette synthèse. Vincent, Maria Finders, j'ai oublié de te présenter, elle travaille en face avec l'autre problème architectural de la ville, la fondation Luma. Pardon, excusez-moi, c'est gratuit. Non, je me suis perdue. Bon, elle a un très très long parcours de curatrice, blabla. Elle n'a pas envie que je dise tout ça. Bonjour, j'ai une question pour Vincent. Enfin, j'en ai deux. Tout à l'heure, vous avez parlé de personnes atteintes de schizophrénie qui auraient été rétablies. Du coup, je voulais savoir si c'était un rétablissement comme un retour à zéro, c'est-à-dire réellement rétabli de la maladie. Ouais, j'ai entendu. Je ne savais pas si elle avait fini la question. Non, pas du tout. En fait, le rétablissement, c'est un processus où la personne va intégrer dans son histoire l'expérience même de ce qu'on appelle une maladie ou une crise ou voilà, quelque chose d'un état modifié de conscience assez important et un chamboulement. Avec ce qu'elle était avant. Donc, quand elle s'inscrit, d'abord, c'est des processus quand même qui sont assez longs et non linéaires, avec des rechutes, du chaos, de l'inattendu, de l'incertitude. Et non, la personne, elle est changée. Elle est changée. Alors moi, je peux parler par exemple de mon processus de rétablissement, parce que c'est quand même plus simple. Moi, j'ai fait une dépression qui a duré 4 ans avec un burn-out où j'étais en accident de travail pendant 19 mois. Et ben, aujourd'hui, j'ai retrouvé mes capacités, mais je suis plus fragile par rapport à certaines situations. Je pourrais dire aussi que je suis plus sensible, je fais plus attention. Voilà, il y a des changements. À la fois, c'est comme si tu reçois des alertes et que tu te dis bon bah j'ai eu des choix où j'ai eu des stratégies qui sont plus adaptées, donc il faut que je fasse attention. Donc il y a une opération de changement de stratégie, de comportement, de positionnement, et puis ça développe aussi quand même une sorte d'attention à l'autre et à la fin proche de la mort, et ça permet aussi quand on en sort de redonner un sens un peu plus épais à la vie. D'accord, merci. Je sais pas si j'ai... Si. Et ma deuxième question, c'était par rapport au moment où vous parliez des 100 000 prophètes. J'ai pas trop compris. Parce que du coup, vous affirmiez
qu'un homme avait dit que les prophètes étaient certainement fous. Alors, oui, j'ai compris votre question. Alors, j'ai discuté avec un psychiatre en fait de Kinshasa qui habite dans un quartier où il y a énormément d'églises et de prophètes. Et il se trouve que ces personnes tiennent des propos qui, du point de vue psychiatrique, pourraient être considérés comme délirants. Je vais vous donner un exemple. Nous, on a beaucoup aux urgences de gens qui arrivent en nous expliquant qu'ils sont Dieu et qu'ils ont un message à apporter à l'humanité et que voilà, ils nous alertent sur un certain nombre de dangers et ils ont une idée très précise de ce qu'il faut faire pour changer la planète. Or, ces personnes-là ne sont pas du tout écoutées et généralement, on leur donne des traitements, voire on les enferme. Dans d'autres temps, et pour certaines personnes, leurs prophéties sont écoutées, leurs conseils sont suivis, et ça devient des guides spirituels. Donc ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Si vous faites une crise mystique à Kinshasa, vous avez beaucoup plus de chances de monter une église que si vous faites une crise mystique à Marseille, vous avez beaucoup plus de chances de vous retrouver à l'hôpital psychiatrique. D'accord. Moi, je me rappelle d'un anthropologue qui était prof à notre école qui nous parlait de la figure du malade en Russie. Comme quoi le fou était très respecté, voire vénéré, parce que il disait tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Je ne sais pas si... C'est bizarre de parler à personne. Oui, il y a cette... moi, je prends l'exemple de Greta Thunberg. Oui, il y a chez la personne en situation de crise psychique un besoin d'exprimer son point de vue au-delà des conventions sociales et de ce qui est attendu normalement. Et on sort des conventions, en fait. Et quand on sort des conventions, il y a une parole qui peut être très égocentrée, très délirante, très mégalomaniaque, et puis avoir des propos qui sont très justes. Et tout ça peut se mélanger aussi, avec des propos très justes et puis des propos beaucoup moins partageables. Et en fait, je pense que chez les prophètes qui réussissent, c'est la capacité à produire un discours cohérent et à des propositions qui tiennent la route, quoi. Et ça peut donner naissance à des religions. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Moi, je voulais juste commencer par te dire merci, Caroline, d'essayer de créer des espaces indociles dans les écoles d'art, même si je pense que le mot essayer est suffisant. Ouais, parce que je crois vraiment qu'il y a aussi quand même des trucs un peu bizarres pour moi là-dedans. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de la folie, mais toujours d'un avis extérieur, puisqu'on ne se considère pas comme fou, je ne sais quoi. J'ai l'impression qu'on n'essaie pas de se mettre dans une position, je sais pas comment dire, plus légère face à ça. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même assez... à part l'intervention d'Emma, c'est ça ouais, j'ai l'impression qu'on est quand même dans des espaces où on se fait pas... je sais pas comment dire... on vit pas beaucoup ces moments-là, on se retient toujours un peu d'être fou face au monde, on se retient toujours un peu on est toujours un peu contraint par, comme Emma disait, par nos corps, par nos esprits, et on vit toujours un peu à côté. Et j'ai un peu l'impression que dans tout ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est en même temps un constat qui est un peu amer, moi de mon côté, mais qu'il y a un vrai rapprochement entre pédagogie en école d'art et docilité, justement. Je ne sais pas comment dire ça, j'ai l'impression que par exemple à l'école, on parle beaucoup là d'habitabilité, tous ces grands mots, mais on n'en invente pas des nouveaux. Je ne sais pas, on aurait pu dire créhabiter, par exemple, pour parler de ça. Et j'ai l'impression que cet espace-là c'est pas du tout un espace du faire, c'est pas du tout un espace de partage. J'ai l'impression, moi dans ce bâtiment, j'y vois beaucoup de solitude, j'y vois beaucoup de gens amers qui sont en dehors de ces murs très créatifs et à l'intérieur de ces murs absolument éteints. Voilà, en tout cas c'est un avis que je partage. Je dis pas du tout que j'ai raison,
Mais je me pose la question de comment, sur ce genre de nouvel espace, justement, ultra sécuritaire, absolument docile, comment on fait pour justement réinventer et pirater un peu correctement. Et en tout cas, déjà te dire merci d'essayer de le faire et de nous faire quand même rire à chaque fois. Du coup, faut que je te réponde. Pas forcément, mais je peux revenir quand même au moment où les recherches de Guillaume recoupent les miennes. C'est donc quand Guillaume insiste pendant 1 an pour que je lise le texte de Cadic. Donc l'introduction aux nouvelles dans le recueil Souvenirs, qui parle du temps schizophrénique. Et puis du coup avec la nouvelle Rajustement dont je vous ai parlé ce matin, que les étudiants sont tous censés avoir lu en amont de cette journée. Effectivement, le mot de docilité me revient. C'est vraiment un des mots qui me questionne dans nos relations aujourd'hui à l'institution. Et donc dans les institutions, je disais programmées depuis les risques, en fait. Les risques d'incendie, depuis les risques... voilà, en gros, les risques d'incendie, quoi. Les risques de débordement, etc. C'est-à-dire pas depuis tellement, finalement, les usages, mais depuis le risque de ces usages qui viennent tour à tour contraindre le vivant, l'habitabilité, mais aussi déresponsabiliser. Par exemple, aujourd'hui, la question de l'école d'art telle qu'elle se figure ici, parce que je pense que ça devient très spécial ici, dans ce bâtiment, conduit tout le monde à consommer et à être quelque part déresponsabilisé des questions du commun ou du collectif, simplement parce que le lieu est programmé, selon moi, mais pas que selon moi, je pense, pour consommer, quelque part. Voilà. Et que je plaisantais ce matin sur cette histoire d'obtenir de faire la nuit à l'école. Et ça fait déjà 1 mois et demi, je dis, bah voilà, mon plus grand acte politique de l'année, ce qui est quand même pas hyper glorieux, c'est d'avoir obtenu de faire la nuit à l'école. C'est-à-dire de simplement avoir obtenu des conditions où on pouvait sortir du programme, déprogrammer le lieu. Et puis après, par rapport à la folie, alors... comme tu le sais, moi, dans mes recherches, cette question-là, elle se pose. Mais avec Jasmine, on avait cette discussion à midi. Et je pense que Violaine, quand elle nous parle des transitions entre vivant et minéral, et toi, tu as repris cette idée-là aussi, ça renvoie à cette idée de continuité. Et donc, moi, je parlais ce matin beaucoup de ne pas couper, de pas mettre le monde en secteur, de jamais venir désigner, couper, trancher, mais de toujours voir les choses depuis des intrications, des implications et puis des relations. Et donc, je pense que par rapport à cette histoire de folie, il ne faut pas la voir comme un état où elle serait, qu'on atteindrait par la rupture, mais plutôt que dans la continuité des choses, on soit en train de passer d'un état à un autre, enfin que c'est plutôt des mouvements de balancier, etc. Et qu'effectivement, dans la continuité des choses, la folie, entre guillemets, je mets plein de guillemets, parce qu'on ne parle plus de folie au sens comme ça, mais serait un état transitoire comme un autre, quoi, quelque part. Voilà. Mais que peut-être qu'on ne se laisse pas l'espace d'explorer. Ici, je ne sais pas. Tu n'aurais pas un truc à dire là, Emma? À un moment, Violaine a dit quelque chose comme oui, mais je parle loin du micro pour éviter de vous crier dessus. Je ne sais pas si ça vous va. Pardon, c'est pas pour te dire ça, mais c'est ce que je sens. Mais mais je pensais à l'ensemble des technologies qui fait que vous êtes dans des situations d'écoutantes plutôt que des parlantes, et le micro et un certain usage du micro produit ça, y compris la fermeture des rideaux. Pardon, à chaque fois, je suis un peu obsédé de ce genre de choses, d'avoir besoin de regarder dehors, etc., mais qui sont des instanciations de la coupure dont tu parles. Enfin, c'est-à-dire, il y a des technologies qui nous rappellent au fait
à notre humanité, enfin, qui nous maintiennent là-dedans et nous font tourner là-dedans. Et une des technologies, c'est le rideau. Enfin, c'est vraiment une technologie bête, mais je veux dire, quand c'est ouvert, tout d'un coup, vous vous rappelez qu'il y a un ciel, des arbres, etc. Et ça fait quelque chose de différent, parce qu'effectivement, c'est pas juste en finir avec l'individualisme méthodologique qui est, enfin, je veux dire, magnifiquement instancié par ce bâtiment spécifiquement, comme vraiment un objet où il n'y a pas d'endroit où on va boire des coups ensemble, hein, ce qui évite évidemment la relation, on hygiénise la relation, mais ça passe aussi par la relation aux autres créatures qu'humaines. On parlait ce midi de notre Zoom Dysphoria Collective. Et ce que Zoom Dysphoria est, donc Zoom Dysphoria, hein, c'est la difficulté à se percevoir soi-même, enfin une image de soi floutée ou mutilée par le fait d'avoir à toujours se voir communiquant aux autres. Ça, c'est un truc, c'est vraiment une espèce de stade du miroir dégueulasse, puisque le stade du miroir dans la construction infantile, c'est le moment, non pas où tu te reconnais dans le miroir, ça n'importe qui peut le faire, c'est le moment où tu vois que tu es vu dans le miroir. Hein, c'est ça le stade du miroir chez Lacan. Enfin, bon. Et nous, on a une sorte d'expérience collective pendant plusieurs mois, et puis de manière un peu maintenue, là, d'être constamment en train de communiquer aux autres tout en sachant à quoi on ressemble. Ce qui est dégoûtant. Enfin, là, moi, j'ai aucune idée de à quoi je ressemble. Et c'est un petit peu, ça permet de retirer quelque chose. Et du coup, ça fait que tu es constamment renvoyé à ta propre présentation dans l'atmosphère, plutôt que d'être connecté à l'environnement collectif. À l'espace que tu partages. Donc bon, c'est encore une fois, hein, c'est quoi les pratiques de désenvoûtement de ça? Enfin, comment on se défait régulièrement de ça? Alors, j'ai cru entendre qu'il y avait un certain nombre de pratiques de drague qui étaient en train de naître dans cette école. Mais par exemple, pour moi, c'est une des choses où je pense immédiatement, bonne pratique de désenvoûtement, une image de soi mutilée et dans laquelle on est obligé de se composer en permanence. Ok, on va assumer, on va jouer avec ça, on va essayer d'étudier qu'est-ce que c'est que se composer une image, se produire, etc. Donc commencer à étudier le phénomène plutôt que de simplement passivement le subir et faire semblant qu'on ne le fait pas, surtout, parce que ça c'est le truc, c'est le faux chic, enfin, je sais pas quoi. Donc bref, voilà, les choses auxquelles je suis en train de penser, c'est que aussi pour nous, je sais pas, en un sens pour nous rassurer, c'est normal qu'on puisse avoir l'impression depuis 3-4 ans d'être enfermé dans l'individualisme. Je veux dire, on l'a massivement subi par un certain nombre d'assauts technologiques dans nos expériences les plus quotidiennes. Et pour certaines d'entre vous qui avaient eu le malheur de ne vous socialiser que à travers cela, c'est-à-dire vous n'avez pas eu, pour certaines d'entre vous, il n'y a pas eu les moments d'expérience collective qu'on peut subir à la sortie du lycée, etc. Et vous vous retrouvez là, comme des cons, si je puis dire, à être jetés dans le collectif avec pour sol unique celui de la Zoom dysphoria qu'est l'individualisme. Et voilà, même, enfin, je veux dire, il y a donc un effet générationnel, et donc j'ai l'impression, voilà, nous nous engageons ensemble à survivre à cela. Pardon, c'est un nous un peu exagéré, mais et si nous nous engagions ensemble à survivre à cela. Voilà, bon, ça c'était les choses auxquelles je pensais quand ça causait. En fait, pour vous, parce que il y avait à un moment donné, c'était la cabane et la seule façon d'habiter dans un monde abîmé. Oui, c'est Marielle Massé qui dit ça. Mais la cabane, c'est quand même très individuel. Alors c'est hors le monde, on se protège, on veut plus le cadre urbain. Oui, alors ça peut être... oui, alors tu as raison, oui. C'est ce texte de Marielle Massé qu'on avait étudié collectivement. Tu devais être là, Basile, il me semble, pendant le premier confinement. Et effectivement, elle ne renvoie pas du tout à cette espèce d'idéalisme d'aller vivre tout seul en forêt. Mais Marielle Massé considère la cabane depuis un travail de nouage, c'est-à-dire depuis un travail de nouage dans la continuité, on va dire, des sols, du vivant en général, et dans un bâti qui émerge depuis ce nouage entre nous, mais ce nous du nouage avec les extériorités. C'est pas du tout la cabane de « il reste plus qu'à aller vivre dans la forêt ». C'est vraiment la cabane de la zone à défendre aussi, de la ZAD. C'est la cabane de la résistance, en fait. Donc quand elle parle de cabane.
Marielle Massé. C'est pour ça que je trouvais que c'était une idée. Donc c'est un peu l'inverse des lieux que j'ai mentionnés ce matin. Et elle dit bien que c'est pas non plus l'idée de faire l'apologie de la précarité, mais de plutôt constater que depuis un monde abîmé, il n'y avait plus que des logiques de cabane pour trouver, moi je disais, il n'y avait plus qu'à devenir des blobs, c'est-à-dire finalement pour se camoufler, pour s'insérer, pour continuer d'être intriqué avec le vivant, le monde, etc. C'est plutôt dans cette idée-là, l'idée de la cabane. Quand on a parlé de ça, j'ai pensé à un bouquin de Clara Breteau, dont je ne retrouve plus du tout le titre, Enquête sur des formes poétiques d'habiter. Enfin bon, il y a tous ces mots-là, mais je ne sais plus dans quel ordre ils sont. Et il y a un chapitre qui s'appelle Habiter tricoptère, ou Habiter comme un tricoptère. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le tricoptère. C'est un petit insecte qui amasse autour de lui une espèce de coquille maison avec tout ce qu'il trouve autour de lui. Il y a un artiste qui a réussi à extractivistement... Duprat, se mettre en lien avec ça en se disant « Ah, chouette, ils vont pouvoir faire des bijoux pour moi ». Donc il s'est mis à lui mettre des trucs en or, des bijoux, etc. Et du coup, ça fait ces compositions incroyables d'une rare beauté où il y a des tas de constellations. Bon, alors, d'objets différents qui sont tissés, mâchés, produits. Et Clara Breteau, elle utilise le tricoptère, pas du tout cette œuvre extractiviste par rapport à son activité, mais le tricoptère comme une image de ce que sont les habitats dans les espaces en autonomie, c'est-à-dire en interdépendance, plutôt dans les zones à défendre, etc., qui sont souvent très tricoptères, au sens ils sont des amassages de quantité d'objets entourants, qui font pas trop d'écart entre les déchets, les objets naturels, rarement des choses achetées, c'est beaucoup de la récup, c'est des tessons de bouteilles qui sont utilisés pour faire la lumière, etc. etc. Et bon, je pensais par contraste avec à quel point cet endroit n'est pas très tricoptère, moyen qu'on puisse dire, au sens où on voit bien qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont importés et parachutés. Et du coup, parmi les choses de piraterie et de piratage qu'on peut assez facilement imaginer, notamment dans cet espace de hall, où c'est très, très, effectivement, c'est des meubles design qui sont bien posés là et tout est bien propre. Alors, il y a déjà une cabane, moi j'ai fait la sieste dans la cabane en plastique, là, avant de venir ici. Mais voilà, donc ça, je me suis dit, ah tiens, un début d'habiter tricoptère qui commence à se déployer là, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un peu plus de bave et de tessons de bouteilles pour que ça ressemble à la cabane dont je me... Ouais, on peut des bouteilles d'eau. Hein. On parlait de ce monde entre l'ingénieur et le bricoleur. Oui. Mais en fait, beaucoup de choses que tu nous as montrées, c'est le monde des ingénieurs quand même. Oui, mais non, mais c'est intéressant. Mais c'est partir de la figure. Oui, c'est partir d'un travail d'ingénieur, mais pour le faire dériver vers celle du bricolage. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'essaye de l'opérer. En tout cas, c'est de travailler avec les restes de l'ingénieur et d'opérer un travail de bricolage qui vise justement un peu à démantibuler ou à repenser ou à retisser des relations là où justement elles ont été sectionnées par la mesure. C'est comme ça en tout cas que je l'entrevois. Chercher un autre micro parce que j'avais une question de leur demander sur leur idéal d'habitabilité scolaire. En fait, comment vous visualisez l'école dans laquelle, en fait, c'est quoi l'habitabilité d'un programme dans laquelle vous allez échanger, apprendre des choses, habiter. En fait, comment vous voyez ça? Je vais filer un micro aléatoire un peu à un endroit où je sais. Mais voilà, c'est ça le micro aléatoire. Par contre, je te laisse répondre maintenant, mais par rapport à ce que tu viens de dire, Guillaume, je pense qu'il y a un truc dans le monde de l'ingénierie, il y a la question inhérente de la solution. Voilà, c'est ce que tu as dit c'est-à-dire de penser qu'il y a solution en toute chose. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant quand tu t'intéresses aux questions de santé mentale, c'est qu'à des moments donnés, tu comprends que tu es obligé de te défaire des chaînes causales, entre guillemets, pour cesser de croire qu'il y a des solutions, et que tu es obligé de plutôt
cesser de raisonner ou de dériver ou d'accepter les contingences et ne pas tomber. Et finalement, la posologie, ce que racontait tout à l'heure Vincent, les neuroleptiques, la posologie, le médical qui désigne, qui donne des diagnostics, c'est un endroit du solutionnisme technologique, quelque part. Voilà, je vais juste préciser par rapport à ça. L'idée, c'était aussi de montrer à quelque part que ce monde d'ingénieurs qui nous est donné comme quelque chose qui se veut très stable et qui se revendique comme d'une très grande stabilité, en fait, se compose autour de choses qui sont complètement instables. Si on pense justement à l'informatique, encore une fois, et au langage binaire, il se compose uniquement d'instabilité et de transformation. Donc c'est comment on est passé, comment justement Leibniz notamment a fait d'une pensée qui se voulait du bricolage et d'un réagencement, d'une transformation et de contingence, on a fait une pensée statistique en fait, enfin qui est devenue à terme une pensée statistique. C'est à vous. Non, mais c'était par rapport à l'habitabilité à l'école. Et je ne sais pas si on a une réponse là tout de suite, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on essaye de faire depuis 2, 3, 4 ans, pour certains, certaines, quoi. Et c'est juste tout à l'heure, tu parlais d'incendie, de risque d'incendie. Et ça me faisait penser à... parce que je viens de lire un truc sur ça. Et en fait, la semaine dernière, quand on faisait le workshop, on voulait cuisiner un moment dans l'espace chill out. Et il y a Martha qui est passée et qui nous a dit « Vous pouvez pas cuisiner ici, risque d'incendie, tout ça. » Et du coup, je viens de lire un texte écrit par, je sais pas trop qui, des étudiants et des étudiantes qui sont en train d'occuper les Beaux-Arts de Cergy et qui parle de ça. Est-ce que je peux le lire ? Du coup, contexte. Depuis le 15 mars, des étudiantes et des salariés de l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy occupent leur lieu de travail dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites et contre la précarisation des écoles d'art. Le 20 mars à 21h, alors que l'occupation se déroulait sereinement, l'administration de l'établissement a appelé les forces de l'ordre pour leur donner l'autorisation d'intervenir dans l'enceinte de l'école contre les occupantes. Depuis le XIIIe siècle, l'usage en France voulait que l'intrusion policière sur les campus des universités et des écoles supérieures soit une exception. Visiblement, ça ne l'est plus du tout. Ce texte rédigé par quelques personnes présentes au moment des faits revient sur la rhétorique administrative qui légitimise la répression policière au sein des établissements. Et du coup, le texte s'appelle « Au feu, la police, il y a l'école qui brûle ». Depuis quelques jours, les risques d'incendie ont augmenté de 300% à l'école d'art de Cergy. À partir du moment où nous annoncions l'occupation de l'école, une rengaine incessante nous était répétée à l'envi par l'administration de l'école. Nous encourions de graves risques d'incendie si nous occupions l'établissement la nuit sans présence administrative. Comme si la présence d'un ou d'une membre de l'administration ou la sous-traitance d'un vigile mal payé allait réduire les risques d'incendie de nos lieux de vie et de travail. Comme si nous, étudiantes et salariés de l'école, étions incapables de nous organiser, incapables de vivre au quotidien sans la protection d'une surveillance administrative. Pour notre sécurité, on nous empêche de vivre, de travailler, de lutter ensemble. Nous ne voulons plus entendre ce bullshit. Si risque d'incendie il y a, c'est en raison de la vétusté du bâtiment de cette école ou de la colère qui gronde contre ce gouvernement illégitime et violent. Utiliser l'argument sécuritaire, la protection des biens et des personnes pour nous faire peur est la marque d'une société profondément totalitaire. Hier, parce que nous avons osé braver cette narration sécuritaire aliénante, alors que la France entière s'embrase et se fait matraquer par les flics, l'administration de l'école a décidé sans hésitation de faire appel aux forces de l'ordre pour venir nous déloger. Chacun fait son travail, nous dit-on, quitte à prendre le risque potentiel d'envoyer une quarantaine de personnes, des étudiantes et des collègues en garde à vue, se faire mater par la police, se faire ficher par les RG, se faire expulser par l'État français, dans le cas des étudiantes extra-européennes. D'où vient le danger de nous, en nous exposant à l'incendie qui gronde en chacun et chacune de nous, ou de l'institution et ses tutelles, le ministère de la Culture en l'occurrence, prête à exposer celles et ceux qu'elle prétendent protéger aux violences policières. La bureaucratie est une charge bien lourde à porter, surtout quand elle révèle son rôle de garde-chiourme. Voilà.
petite chose, parce que... Voilà, pardon. Pardon. Oui, non, je vais une toute petite chose, parce que évidemment, je souscris à une bonne partie des choses que vous venez de dire, mais en tant que, moi aussi, directeur d'institution, ce qu'il fallait faire quand Martha vous a dit que là, vous ne pouviez pas cuisiner parce que il y avait un risque d'incendie, c'était discuter avec elle des autres endroits où on pouvait le faire. Si à cet endroit-là, c'est pas possible. Parce que, et là, ça va vous paraître débile, mais si jamais il y a le feu, c'est elle qui va en prison. Donc je le dis parce que moi, maintenant, j'ai cette question-là aussi. C'est-à-dire, il y a des endroits où on a une responsabilité. Et c'est pas pour défendre le fait qu'on vous empêche de faire à bouffer dans l'école. Hein. C'est pas du tout ça l'enjeu. Il y a des contraintes. Comment on les déjoue ensemble aussi dans un dialogue. Alors après, évidemment, si on ne veut pas discuter et qu'on vous envoie les flics, vous avez raison de produire les textes qui viennent d'être produits. Mais il y a des situations où parfois ça vaut le coup de discuter pour trouver les autres endroits, parce qu'il y a des niveaux d'échelle aussi où il y a voilà, des contraintes, y compris juridiques. Elles sont là, elles existent, elles nous sont extérieures, mais elles existent, avec lesquelles il faut apprendre à composer aussi. Voilà. Désolé, je ne voulais pas casser l'ambiance. Non, mais c'est intéressant d'apporter ce point de vue-là, mais en même temps, on en revient à la question de l'architecture aussi à quelque part. D'ailleurs, là, je repense à Emma qui était formidablement assise ce matin par terre, et je me suis en train de me dire, on est en train de cultiver ce rapport hyper symétrique et vertical qui je trouve très détestable. Et pour ma part, je vais m'asseoir par terre et je vous invite à faire un cercle tous ensemble pour poursuivre la conversation, parce que moi, franchement, ça me casse les pieds d'être là à vous regarder. Ce que je veux dire, c'est que les dispositifs architecturaux induisent aussi des comportements. Donc, dans ce rapport de pouvoir, de part d'une personne qui est toute seule dans son bureau, des élèves qui sont tout seuls dans leur salle de cours, etc., ça coupe aussi ce dialogue-là. Donc, effectivement, il faut réopérer ces dialogues-là, mais pour cela, il faut aussi que les architectures, qu'elles soient sociales ou matérielles, l'autorisent. Et comment on fait si on peut pas cuisiner dans le seul espace où on nous a dit que c'était l'espace chill out, où on était censé manger tous et toutes ensemble? Ah mais moi je propose que Morgane réponde du coup. Parce que du coup on sait très bien que dans le reste de l'espace ce n'est encore moins envisageable. Où est-ce qu'on fait à manger? Morgane. Où est-ce qu'on cuisine? Et si je pense que c'est le repas aussi qui fait qu'on peut peut-être se rencontrer. Parce que c'est une vraie question, on se demandait. Enfin... Ah bah, tu vas vite comprendre. Attends. Encore dans la bulle, qui est la bulle qu'est cet établissement, posé de manière complètement arbitraire et abstraite à cet endroit-là dans Arles. C'est-à-dire, mais après, j'ai vu que le petit film, donc moi, j'ai pas fait votre expérience. Donc là, c'est vraiment une expérience qui est biaisée parce que c'est ce qui m'en est donné à voir. Mais ce qui m'en est donné à voir m'a semblé assez sage et peu situé, y compris peu situé dans le monde. Mais c'était peut-être le but, puisqu'on allait vers Mars. Mais Oula, c'est vrai que c'est fort. On va faire une guerre interne, parce que je ne suis pas d'accord avec mon directeur. Là, on est en nombre quand même à Vignonnet. Justement, ce que je me disais en écoutant les conversations, et je me disais, mais Morgane va être content, parce que je trouve que ça conforte quand même beaucoup toutes les réflexions qu'on se fait en ce moment. C'est que nous, on a une école qui est vraiment pas belle, enfin, c'est clairement pas celle-ci. Et depuis un certain nombre de mois, on réfléchit à notre projet d'établissement, on se dit, c'est assez proche de cette histoire du tricoptère. Nous, on se dit, nous, on a de quoi être une école tricoptère, en fait. Elle est suffisamment vilaine. C'était Rebecca Dean qui nous disait, je ne sais plus dans quelle école, les murs sont nickel, on ne peut pas peindre, on peut pas... Et nous, on se disait, mais de cette pauvreté de lieux qui ne sont pas adaptés à une école d'art, on peut compenser en faisant des lieux où on fait un peu ce qu'on veut. On peut y mettre le feu, d'ailleurs, déjà symboliquement, on a commencé comme ça. Et j'avais tout à l'heure une idée, je crois que c'était Basile qui parlait de cette idée d'aller chercher à l'extérieur des exemples qu'on pourrait prendre chez soi. Et j'avais cette idée, je crois qu'elle vient de Bertrand Russell, que j'aimais beaucoup, qui disait, au XIXe siècle, il y a eu un moment où plein de gens dans les asiles se prenaient pour Napoléon Bonaparte. Donc c'est resté dans la culture populaire, le fou qui se prend pour Napoléon. Apparemment, ça a été un vrai moment d'une sorte de délire collectif. Et donc Bertrand Russell, je crois, disait en fait dans les États modernes, le chef d'État, c'est un fou qui se prend pour le chef de l'État. Et la société accrédite son délire, en fait. Donc c'est un délire collectif. Et je trouve que ce qui est intéressant avec ces questions-là, sans aller chercher les prophètes de Kinshasa, mais c'est un peu la même chose, c'est que finalement, l'ordre institué, c'est juste une espèce de folie
autour de laquelle une convention sociale ou une folie partagée fait dire que cette folie est sérieuse, qu'elle est respectable, qu'il faut l'entretenir. Et je trouve que le fait que notre école à nous n'ait pas l'air très respectable, nous permet de ne pas rentrer dans ce piège. Je ne sais pas justement de bel amphithéâtre. Enfin, on a un bel amphithéâtre. Mais en tout cas, je trouve qu'on déconstruit plus facilement quand les choses sont un peu vilaines. C'est ce qui s'est passé avec l'ancienne école. Juste, là, c'est plus à destination des étudiants actuels, et il y en a qui le savent, c'est que si on recontextualise, en fait, il y a eu une pratique du carnet de bord pendant 10 ans dans cette école pour justement ce nouveau bâtiment que tous les étudiants idéalisaient. Il y a énormément de gens qui se sont impliqués dans cette question de l'habitabilité d'un bâtiment, en projetant et en donnant en fait des moyens aussi à la direction de prendre part à cette idée d'un nouvel acquis architectural, avec justement la question des ateliers, avec la question des communs. Et moi, c'est ça qui m'énerve aujourd'hui, c'est qu'on invisibilise et on ne dit pas, non, en plus de ça aux étudiants actuels, que ça a été fait, il y a eu un combat qui a été mené, et en fait, sous la direction de Monsieur Fenzi, tout ça, ça n'a jamais existé, ça n'a jamais été pris en compte. Il y a eu un appel d'offres pour un bâtiment qui a coûté, si je ne dis pas de bêtises, 21 millions d'euros aux contribuables français. Voilà, c'est pour un bâtiment de merde qui n'a pas été pensé. Moi, je vais franchement le dire, parce que ça commence à me gaver d'entendre ça tout le temps sur les trucs de sécurité. Il y a eu 10 ans d'étudiants qui se sont battus pour avoir des ateliers, des espaces de commun, qui ont dit ce qu'ils voulaient. Il y a eu un nombre d'AG incalculable sur nos promotions, pour qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un truc où, en fait, un bâtiment qui ferme à 20h ou 21h, pour des questions de pognon et de sécurité. Quand on avait effectivement à l'époque, et je ne suis pas du tout un partisan du c'était mieux avant, au contraire, j'avais beaucoup d'attentes moi de ce nouveau bâtiment quand j'étais encore étudiant là. Malheureusement, c'était un peu comme le bâtiment, nous on nous a un peu foutu à la porte comme des méchants, des vilains petits canards, on va dire. Enfin, bref, je crois qu'il y a un truc vraiment qu'il faut, et c'est ce que je disais sur ces questions d'indocilité. Je crois qu'on s'est retrouvé là face à une directive institutionnelle qui n'a absolument pas pris en compte comment on dit, Caroline, déjà, on l'avait dit déjà aussi avec Maria il y a 2 ans à Louma, ceux qui vivent dans le bâtiment, là, j'ai pas les bons mots, mais pas les squatteurs, les usagers, merci. Enfin, voilà, du coup, tous ceux c'est-à-dire les étudiants qui vivaient dans ces bâtiments et qui voulaient un nouveau bâtiment pour travailler mieux, pouvoir accueillir aussi des personnes en situation de handicap, parce que c'était pas le cas dans l'ancien bâtiment, tout ça, toutes ces questions-là, en fait, elles ont été mises à la porte sans vergogne pour qu'on rencontre l'autre Barani là, qui est venu. Pardon, je suis désolé, mais en fait, je vais le dire, je m'en fous parce que je suis plus étudiant ici, donc. Qui nous disent ouin, oui, mais j'ai fait un bâtiment minéral, je sais pas quoi. Ouais, bah c'est sûr, l'espace du vivant, il n'existe absolument pas dans ce bâtiment. Et résultat, on se retrouve avec des élèves dépressifs qui n'ont pas envie d'être dans le bâtiment. Donc ouais, moi je trouve que c'est un peu, je le dis un peu à chaud et un peu comme je le pense, mais c'est parce que je crois que ça m'émeut vachement de me rendre compte à quel point encore aujourd'hui on n'est plus du tout dans une pratique du faire, on n'est plus du tout dans une pratique du commun et du collectif à cause de décisions débiles d'une ancienne direction et du ministère de la Culture, voilà, pour je ne sais quelle raison obscure. Voilà. Et du coup, pour répondre, je pense aussi soutenir ce que disait Basile et aussi ce que tu as dit tout à l'heure en disant c'est drôle parce qu'en voyant la petite vidéo, c'est un truc qui est hyper sage. Et ce qui est assez drôle, je pense, c'est que pour nous, rien que d'arriver à faire ça dans le cadre d'un workshop et d'arriver à avoir 12 heures dans cette école où on est ensemble, où juste les lumières sont différentes, où on a l'impression de concevoir l'espace que l'on traverse tous les jours d'une autre façon et ensemble, c'était déjà aberrant comme pas, alors que ce n'est strictement rien. Et qu'on a tout fait avec 3 lumières qui ont changé et 5 rouleaux de scotch. Et du coup, je pense que déjà, ça pour nous, se dire que déjà ça, c'est une espèce de grosse bataille de merde, mais où on a l'impression au moins de visualiser notre école autrement, au moins dans 3 espaces qu'on traverse tous les jours, c'est-à-dire l'espace où on mange, l'espace de monstration, où nous montrons notre travail, et ce foutu patio dans lequel on met jamais un pied,
c'était déjà, je pense, une espèce de pas, de se dire qu'on pouvait la voir autrement déjà, même si ça passait que par de la lumière et par le fait d'avoir été 60 pendant 12 heures et d'avoir dormi dans la galerie de notre école pendant 2 heures. Voilà, mais c'est vrai que c'est très sage. Et ce qui est assez drôle, c'est que ce truc très sage, c'est déjà aberrant d'arriver à faire ça pour la direction et pour l'administratif et pour voilà, l'organisation. C'était intéressant quand tu avais mentionné le Ghost Room de Philippe Ram. En fait, c'est un peu ça que vous avez fait. Vous avez juste mis la lumière sur quelque chose et sur autre chose, en déployant cette lumière pour révéler des possibilités au lieu de... Parce que c'est vrai qu'on rentre dans une période très compliquée au niveau du bâtiment et de l'architecture. On ne doit pas être en train de construire plus. On doit construire moins. Et donc, on doit juste apprendre à mieux utiliser, comme si on avait trouvé cet espace. En fait, imagine que cet espace a été abandonné, et puis vous l'avez trouvé. Puis c'est un peu ça le sentiment que j'ai eu l'autre soir avec ce voyage, c'est que vous avez retrouvé, vous avez retrouvé un espace qui a été abandonné pour... elle est pas mal quand même. Elle reprend l'espace. Elle nous a bouffé toute la captation. Il n'y a plus une image qui est correcte. Pardon, je suis sourde. C'est une pirate. Vas-y, Iris. Tiens, Iris. Après, j'arrête de parler, mais juste sur le truc de... Quand on y pense, c'est assez drôle qu'on se retrouve à vider les espaces comme un... Enfin, dans ce même type de situation, je pense que c'est un peu comme avoir un plateau vide de théâtre et devoir improviser dessus. Je pense que aussi en ayant enlevé les éléments qui nous ramenaient aussi à cette structure, ça nous permettait d'y projeter autre chose et ce dont on avait envie et ce qui pouvait devenir sur le moment même, en n'ayant aucun élément qui puisse nous rattacher au fait que c'est soit du mobilier institutionnel, comme tu as vu notre magnifique Olema, soit... Enfin, je sais pas, je pense que c'était assez drôle parce que du coup, on pouvait y voir n'importe quoi. Et finalement, les gens se sont pris au jeu. Enfin, moi, le moment qui m'a le plus marqué, c'est juste le moment du repas où cet espace était super vide. On a dessiné un carré au sol qui est devenu une table et les gens se sont assis, ont foutu leur bol au milieu, en fait. Et enfin, je trouvais ça hyper chouette, juste qu'il y ait ce déplacement-là. Et je sais pas si... Ça va faire qu'abonder dans ce bâtiment, c'est une abstraction radicale. Il est complètement abstrait, ce bâtiment. Mais quand je ne savais pas, moi, que ça représentait un appareil photo, et j'ai dit, ah oui, c'est le geste qui est aussi con que la BNF où on fait des livres. C'est-à-dire qui est le bâtiment le plus énergivore de Paris. C'est exactement les mêmes types de problèmes. C'est-à-dire que ce n'est pas pensé pour être habité. Et ben, il faut les hacker, ces bâtiments. Oui. C'est un pur geste architectural. Ce n'est pas un endroit qu'on habite. La modernité des passions, on l'a oublié, cette exposition. Une exposition qui a coûté aussi beaucoup d'argent à l'école. Ça aurait pu donner tout un tas de projets pédagogiques. Il y a une exposition qui sort en lien avec comment elle s'appelle, Agnès B, merci. Donc une expo qui coûte je sais pas combien là, avec le fonds de Agnès B pour faire l'exposition Modernité des passions. L'exposition elle a ouverte une semaine avant que justement pour des questions là, de sécurité pour les œuvres, ils font c'est une école photo où en fait il y a trop de lumière pour exposer des œuvres originales. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Je suis désolé, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que on nous dit voilà, ça va être une école dans ses usages qui va être beaucoup plus simple. Alors certes, il y a des jolis labos là en bas, mais en fait il y a personne dedans, donc voilà. Mais à côté de ça, ils nous font quand même une salle d'exposition normalement c'est un espace qui est ouvert au public, qui est entièrement transparent. Mais qui est mal fait parce qu'on ne peut pas exposer des œuvres originales. Enfin, c'est quand même complètement aberrant. La question qui devrait se poser maintenant pour vous, c'est d'accord sur toute la critique. Nous, on a la même chose à Avignon. On s'est fait virer du centre-ville par la collection Lambert. C'est honteux. Voilà. Bon, une fois qu'on l'a dit, on ne peut plus faire grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait de nouveau? Donc votre bâtiment là dans lequel vous êtes coincé, comment vous l'habitez? Comment vous le hackez? Comment vous trouvez des manières
en négociation aussi, parce qu'on est obligé de faire toutes ces choses-là en négociation, ça vaut toujours mieux que les faire en confrontation. Et comment on gagne du terrain, on se recrée nos espaces, etc. Mais je veux dire, ça peut être un projet, c'est un projet d'école à soi, en fait. Mais bon, moi, j'arrête pas de dire ça aussi dans mon école, c'est-à-dire j'attends que les étudiantes, tout le monde s'empare pour transformer les choses. Et puis après, peut-être qu'on veut pas, si votre administration, elle veut pas, ou vous négociez, ou vous confrontez, mais c'est un jeu permanent, et si on s'empare pas des espaces dans lesquels on est coincé, ou qu'on n'en crée pas d'autres, je sais pas pourquoi vous créez pas une cabane dans le patio, j'en sais rien, si ça se trouve là, je dis une bêtise, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation dans laquelle on a l'impression qu'on est coincé? Je suis dans l'école d'Avignon, donc je vois de quoi il parle. Ça fait 5 ans que je suis dans cette école et je crois que c'est l'école la plus molle que j'ai vue dans ma vie. C'est vous êtes arrivé il y a 2 ans, 1 an et demi. Bon, on a écouté des histoires et des histoires sur cette école et de comment les gens ils essayaient de faire des choses, de comment ils ont fait des efforts parce qu'ils n'avaient pas de directeur, comment l'école elle allait traverser cette crise sans directeur et tout. Et je me retrouve dans une promo, je vous aime tous, mais c'est tellement mou. C'est tellement mou, personne ne parle, personne ne fait. Et j'ai... au début... Après, t'es pas souvent là aussi. Je suis... Voilà. Non, mais il y a un truc de... Quand je suis absente, les gens un peu se rendre compte quand même. C'est vrai que je viens pas souvent. Mais j'aime bien les gens qui gueulent un peu, qui sont pas tout le temps sages en permanence. Et ça fait partie, je crois, de ce comportement en école où on peut se lâcher un peu, on peut parler avec les autres et on peut pas juste être les étudiants sages, quoi. Donc déjà, si vous avez à votre façon de faire ce genre d'action, ou même si c'est sage et tout, juste de le faire, c'est déjà bien. C'est juste, il faut continuer de penser à comment faire. Et, parce que nous, on a une école galérienne, on va dire. Et le truc, ce qui est bien avec ça, c'est que justement, on apprend on n'est pas des assistés, et on apprend à faire en sorte que ça soit agréable chacun pour notre atelier et tout. Au moins pour les parties d'atelier, ça commence à être bien calé, et on commence à nous développer nos pratiques et tout bien dans notre coin. Mais voilà, c'est juste, c'est bien. Il faut continuer. En fait, pour moi, il y a 2 choses dans ce sujet de s'activer pour essayer d'habiter par peut-être la piraterie, par exemple. La première des choses, c'est quand même... j'ai eu la chance depuis quelques années de fréquenter des gens dans le milieu des arts vivants. Et dans les arts vivants, ça fonctionne en troupe. C'est-à-dire que si tu montes... peu importe n'importe quelle pièce de théâtre, si un acteur est malade, tu peux pas jouer. Donc personne n'est malade quelque part. Parce que tu es obligé, dans les chaînes de travail des arts vivants, tu es obligé d'être là. Si tu n'es pas là, il y a quelque chose qui ne peut pas se passer, tout simplement. Les arts plastiques sont fondés sur un modèle ultra compétitif, sur la signature individuelle, qui ne fait que renforcer le chacun pour soi. Et je ne te dis pas dans une pratique aussi égocentrée que la photographie. Parce qu'il y a encore... Tu as les arts plastiques et tu as la photographie qui vient mettre un individu derrière un appareil. Enfin, on est au max de ce qu'on peut faire en termes de projection individualiste des arts plastiques. Ce qui fait que les arts plastiques, je pense, ont du mal, parfois, je ne veux pas généraliser, je pense qu'on n'est pas là pour ça, à se constituer en force collective, parce que ne serait-ce que les appels à résidence, ne serait-ce que les élections, les sélections permanentes auxquelles vous êtes soumis pour les expositions de vos propres écoles, voilà, n'invitent pas du tout à créer ces espaces de partage. Donc ça, c'est une première des choses, c'est l'économie globale, à mon avis, des arts plastiques, qu'on peut donc comparer à celle des arts vivants. Et ensuite, je rebondis sur ce qu'a dit Iris tout à l'heure, c'est l'énergie que ça implique de coller un scotch au sol ou de demander une nuit. Vraiment, quand je dis c'est mon plus grand acte politique de l'année, j'ai été quand même engagée pendant 10 ans pour Amnesty International. Donc, vous voyez un peu le level où j'en suis réduite à me dire que c'est ça mon acte politique cette année. C'est-à-dire que c'est assez navrant, mais ça demande une énergie, un déploiement de force
malgré une certaine bienveillance, il n'y a pas de malveillance, c'est vraiment programmatique. Il n'y a pas les méchants et les gentils, c'est pas du tout ça, et j'espère que c'est pas la sensation que j'ai donnée dans la façon dont j'ai exposé tout ça. C'est programmatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Morgane, quand tu parles des chaînes de responsabilité, c'est qu'elles sont tissées de telle manière qu'effectivement, il y a toujours quelqu'un qui a peur d'aller en prison. Et tout est... Hein ? Tout est construit de façon à ce que quelqu'un ait peur d'aller en prison à la fin du bout. Et donc, il n'y a pas de méchant, gentil ou quelque chose, mais ça implique tout d'un coup un engagement. Et je vous donne un petit détail comme ça, vous allez comprendre un truc de la question de l'engagement qui est compliqué, c'est pour ça que c'est compliqué pour moi qu'il y ait autant d'absents dans les étudiants aujourd'hui. Parce que la semaine dernière, donc la nuit en question, elle s'est faite sur inscription. Il fallait que les étudiants valident une inscription avant de venir. C'était un peu le deal dans lequel on était. Et je sais pas comment on a eu des malentendus. À un moment donné, en termes d'inscription, on était en surjauge. Enfin, on pensait être 50 et il y avait tout d'un coup 84 inscrits. Donc ça a créé une inquiétude parce qu'on s'est dit on n'a pas assez à manger, machin, etc. Tout le monde s'est affolé. Et moi, j'y suis vraiment restée très tranquille. J'ai dit aux étudiants, vous envoyez à toutes les classes, comme quoi ceux qui viennent, ils doivent rester toute la nuit, que c'est pas du tourisme et qu'ils s'engagent. Ce qui fait qu'évidemment, on a perdu 30 étudiants. C'était assez simple, super filtre, c'est-à-dire proposer quelque chose qui soit pas juste je prends, je me sers, je me casse, mais quelque chose qui t'engage comme ça jusqu'à l'épuisement, parce que moi, je travaille beaucoup donc sur des formes pédagogiques d'épuisement ou d'épuisement pédagogique, je sais pas, et qui t'engage au-delà de tes propres forces. Et voilà comment j'ai fait. J'ai réussi à faire le filtre la semaine dernière en disant t'inquiète, tu dis à tout le monde qu'il faut vraiment rester toute la nuit. Et on s'est retrouvés à 60. Et on était dans la jauge qui était donc prévue à l'origine. Voilà. Bon, j'ai parlé un peu longtemps de choses différentes, mais voilà. Va falloir venir dans le cercle. J'ai plutôt des questions. J'ai envie de retourner avec Guillaume sur les technologies parce que vous avez dit le terme ingénieur. Caroline a dit qu'il y a une partie de solution dedans. Du coup, pour toi, c'est plutôt détecter les signes défaillants du programme ou c'est vous trouvez la solution. Si c'est inscrit dans trouver la solution, c'est quoi la solution que tu as envisagée en ce moment? Et après, parce que je fais exactement la même démarche pour la recherche, et après, j'ai aussi des préoccupations sur comment se positionner face à le sujet science-fiction et la technologie. Parce que la science-fiction, finalement, c'est aussi une simulation. C'est tellement facile à la fin, c'est encore une appropriation reprise par le programme. Voilà. Alors, attendant, il faut que je me souvienne des questions une par une. La première, c'était solution. Désolée, apparemment, peut-être j'ai trop de questions. Oui, effectivement, la figure de l'ingénieur effectivement se retrouve à générer des solutions techniques et technologiques et qui se retrouvent et qui sont portées par un imaginaire de la science-fiction. Ça, c'était le point de base. En revanche, il n'est pas nécessairement question de faire, en l'occurrence, dérailler la machine, ce que j'appelle dérive programmée. C'est plutôt de revenir à l'origine de ce qu'est pour moi la programmation et de prévoir non pas une défaillance, parce qu'on n'est pas dans la qualification de ce qui se passe, mais c'est plutôt d'être dans un rapport à la contingence, c'est-à-dire de penser dans son programme, d'imaginer le programme comme quelque chose qui est voué à supporter la contingence et l'accident. Donc on n'est plus dans le solutionnisme technique, on est dans l'acceptation que les choses peuvent arriver, qu'elles vont forcément finir par arriver, et c'est juste d'être capable de générer des programmes qui vivent, qui permettent d'habiter la contingence, l'erreur ou toutes sortes de choses inattendues. Ça veut dire trouver des programmes de déviation, c'est ça? Pour faire la résistance ou... C'est ça? Est-ce que c'est-à-dire c'est pour trouver une nouvelle programmation? Je dirais pas que c'est trouver une nouvelle, c'est plutôt revenir à ce que c'est pour moi être à l'origine. C'est plutôt ça. C'est plutôt retourner à une forme de généalogie programmatique dans laquelle les choses arrivent. C'est ça la virtualité finalement. On parle souvent de la virtualité, on compare le virtuel au réel, sauf que c'est pas ça la question, c'est la question de l'actuel ou du virtuel. Donc comment on actualise des situations, comment on prépare le terrain pour accepter ce qui peut arriver. Moi c'est plutôt comme ça que je l'entends en tout cas.
Mais après, est-ce que tu penses, de notre époque, on peut encore détacher l'attention des effets, surtout les effets créés par les technologies, dans les démarches artistiques? J'ai pas entendu. Tu peux, pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. J'ai manqué de concentration. Ok, pardon. D'après toi, de notre époque, est-ce qu'on peut encore... parce que moi, j'ai senti on est de plus en plus dur de détacher l'attention des effets, les effets créés par les technologies pour les démarches artistiques. Mais je peine à comprendre la question. Attention. Ah, ben réponds. En fait, depuis que tu as parlé du Yiking, j'arrête pas de penser à Chuang Tzu, Zhuangzi, qui est un penseur anarchiste taoïste. Bon, c'est pas forcément comme ça qu'on le décrit le plus généralement, hein, mais qu'en gros, comme tous les livres de philo un peu anciens, un livre adressé au prince, enfin adressé au gouvernant, quoi, et qui dit, bon, surtout, fais rien, parce que tout ce que tu vas faire, ça va foutre la merde. Ça va empirer la situation. C'est pour ça que c'est connecté à ce qu'on est quand même la discussion collective. Hein, et il dit, enfin voilà, l'intention, c'est d'essayer d'être le moins agissant dans le monde. Et donc ça, c'est le principe, c'est le wei wu wei, le faire ne pas faire. Et c'est important. C'est pas juste ne pas faire. C'est pas juste bon je suis prince. Je vais me mettre dans mon bureau et puis le monde ira bien. C'est pas du tout ça qu'il entend. Enfin, c'est pas du tout un ne pas faire en ce sens-là. C'est un programme d'études très précise de l'ensemble des données et du monde dans lequel il va s'efforcer de ne pas trop influencer le cours des choses. Par le seul fait qu'il a du pouvoir, il influence le cours des choses. Il fout la merde parce qu'il a été nommé prince. Donc ça, le fait qu'il y ait un prince, ça change tout. Tout le monde veut que le prince donne son opinion, par exemple. Et s'il ne donne pas son opinion, c'est déjà une opinion. Donc, ça ne marche pas. Donc, il faut qu'il étudie le contexte pour essayer de faire en sorte de ne pas trop foutre la merde. Alors, il donne plein d'exemples du genre la personne qui essaye de nager en essayant de donner des ordres à l'eau. Il dit « Ah, porte-moi !» puis qui coule, du coup. Ou un autre exemple, mais c'est comme ça, c'est hyper marrant, Zhuangzi, parce que c'est plein de blagues comme ça. Enfin, ça n'a pas l'air, hein, parce que c'est des blagues quand même je sais pas quoi. Enfin, c'est vieux, quoi. Donc, il faut comprendre. Mais il y en a où il dit, ah ben, voyez, il y a un homme ivre sur un char, il tombe et puis il se fait pas mal. L'histoire est un peu finie, alors, super. Et après, il reprend et dit, et si nous pouvions, nous, sans l'emprise de l'alcool, aussi éviter de nous blesser quand nous tombons par manque de conscience. Par nous aussi, quitter la conscience qui nous blesse. Voilà. Alors bon, c'est plein d'exemples différents pour dire, voilà, c'est quoi l'étude dont il est question, c'est quoi l'espèce de retrait de l'intention. C'était ça la question que tu posais. Quel est l'art du retrait de l'intention qu'on peut pratiquer, étant donné nos hyper-responsabilités données par le fait que nous sommes des êtres cyborgs, définitivement dotés d'hyper-effets dans le monde, pour retirer le truc. Et j'ai l'impression que ton histoire de dérive programmée a quelque chose à voir sur le fait, on va pas arrêter de faire de la programmation parce que c'est ça vivre apparemment dans un monde hyper technologisé. On va plutôt faire des programmations foireuses, des programmations où ça va pas trop marcher, où on sait qu'on va passer du temps à rien. Et ça, c'est un des trucs. Pardon, je fais une espèce de grosse boucle, mais pour arriver à quelque chose qui me paraît être un des enjeux de l'étude, au sens le plus, qui est glander activement. Et il n'y a pas je crois qu'il n'y a pas d'autre définition de l'étude. Enfin, il n'y a pas d'autre manière d'étudier. Je veux dire, vous ne pouvez pas étudier en faisant ce qu'on vous dit de faire. Enfin, ça, c'est sûr. Mais vous ne pouvez pas étudier en juste ne venant pas non plus. Donc il y a un problème. Donc, la solution, glande active. C'est-à-dire, vous venez, mais vous êtes présente à votre propre glande, à votre propre refus de travailler. Et c'est ça, enfin pour moi, c'est une autre reformulation de dérive programmée, si vous voulez. Oui ? Bon, un peu plus conne. Mais oui, on se donne une intention et c'est une non-intention. Enfin, on se donne vous voyez ce que je veux dire ? C'est une sorte de... On se donne l'intention, mais on est là, et puis... voilà. Ça me fait rappeler le livre de François Julien,
C'est aussi un livre pour présenter les idées chinoises. La transformation silencieuse. C'est plutôt suivre le mouvement du lot au lieu de constituer toute la confrontation pour changer la situation. C'est plutôt transformer la situation de manière discrète. Genre, tout le monde, il n'est pas encore rendu compte, la situation a déjà changé. Oui. Alors François Julien, c'est un bon exemple de conseiller du prince, sauf que lui, il conseille Macron et plus juste les... Voilà. Et donc, je dirais plutôt Jean-François Bilter, c'est marrant, dans les sinologues, il y en a qui se fritent comme ça. Les vieux sinologues, c'est trop drôle, plus de 60 ans. Et Bilter a écrit un contre François Julien. C'est très drôle. Parce que François Julien est un peu trop dans le truc. Ah oui, ben là, étant donné la situation néolibérale, le bon prince est celui qui va guider de manière un peu manipulatoire le truc. Donc il y a des usages un peu comme ça. Oui, ça c'est dans les anciens chinois, dans l'époque, c'est très utilisé pour le gouvernement. C'est ça. Donc c'est un peu, il est un peu là, hein, François Julien, sans vouloir. Ça ne nous empêche pas prendre ça pour la résistance aussi. Ouais. Mais Bilter donne un peu la même version, mais en version anard, collective, où il se pose la question de comment est-ce qu'on fait pour vivre ensemble sans trop se donner des ordres les unes aux autres. C'est pas évident, hein, parce que déjà il y a des gens qui ont des micros, puis il y en a qui n'en ont pas. Enfin bon, il y a plein de choses qui se passent. Mais... J'ai trop le souci. Merci. Tiens, Théo. Moi, je veux juste aussi revenir, parce que j'y pense, sur ce que tu disais, sur les questions d'habilité de spécialement notre école, ou aussi, c'est juste, je rebondis aussi sur ce que tu dis, Caro, sur que c'est comme si c'était un peu programmé aussi, parce que, en fait, nous, ça fait 4 ans que je suis à l'école aussi, et c'est fatigant aussi de se battre un peu constamment pour essayer de mettre en place des choses, parce que... par exemple, tu vois, tu dis, Martha nous dit qu'on peut pas cuisiner parce qu'il y a risque d'incendie. Tu nous dis pourquoi vous n'avez pas discuté avec elle. Alors si ça n'a pas été déjà fait, je t'invite à essayer d'avoir une conversation avec Martha. Tu verras un peu comment ça se passe. Et en fait, voilà, c'est juste pour dire que tout est très très long et il y a très peu de communication. Et en fait, sur l'administration, les mails qu'on reçoit, c'est beaucoup d'interdictions. Interdit de boire autre chose que de l'eau dans l'amphi, interdit de manger, interdit de rester à l'école si c'est pas pour travailler, nanana. Et par contre, dans le sens inverse, en fait, c'est très très dur de combattre ça parce que c'est hyper fatigant. Et pareil, sur les peu d'espaces qui nous sont mis à disposition à l'école de travail, c'est-à-dire les 4 salles de cours, c'est très souvent qu'on est aussi un peu, entre guillemets, viré des salles parce que soit il se passe des choses, il y a des cours, etc. Donc ça, why not? Mais après, il y a aussi beaucoup de... L'école est en train de pas mal être mis à disposition à des actrices extérieures. On a cet exemple des 25 gendarmes qui sont venus pour une réunion où on a été mis au courant dans un petit mail, une petite phrase, armés dans l'école. Et un groupe d'étudiants a demandé un peu des explications et a un peu exprimé son mécontentement à l'administration. Et nous avons reçu 0 réponse. Donc en fait, tout est très compliqué de rentrer en dialogue, quand bien même on aimerait le faire, mais parce que c'est comme si ça a été mis en place. Effectivement, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, mais en fait, c'est la faute de personne, nanana, c'est au-dessus, c'est toujours au-dessus. Donc en fait, il n'y a jamais de réponse à quoi que ce soit, il n'y a jamais de fautif, mais il n'y a que des impossibilités de faire quoi que ce soit. J'ai un peu l'impression. Et en même temps, il y a tous ces problèmes, et je pense qu'il y en a aussi qu'on n'arrive pas à régler déjà entre nous alors qu'on est 70. Et je pense que c'est ça qui est le plus flippant. C'est qu'on a beau remettre toujours en permanence, et on est les premiers et premières à le faire aussi, tout au-dessus et dans le cadre. Et ce qui est assez triste, et je ne sais pas quelles sont les solutions, et je pense qu'on n'arrive pas à trouver des modes d'interaction encore... en tout cas adapter et les espaces pour le faire, mais déjà nous d'interagir pas à 10 mais à 70. Et oui, je pense il y a ce truc de fatigue, et tu parles d'épuisement, Caro, et c'est vrai, en tout cas pour nos
part, parce qu'on ne peut pas parler de la voix des autres, et je ne sais pas s'il y a d'autres étudiants et étudiantes de l'école qui sont là. Ah. Non, j'avais pas vu, pardon. Putain. Pardon. J'avais un autre truc, et je me disais, tu vois, dans ce truc, pareil, de l'improvisation ou du plateau de théâtre vide, si on veut qu'il y ait quelque chose qui puisse advenir, il faut que chaque personne s'y engage pour qu'il y ait quelque chose qui puisse être au moins imaginé. Et je pense que c'est là où il y a un échec récurrent. Et parce que après, tu peux improviser quelque chose à 2 ou 3, hein, mais c'est plus fun quand il y en a plus. Et en relation à la terre, tu doubles à chaque fois. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Oui, carrément. Je sais pas, mais... Du coup, moi, je suis de l'école d'art d'Avignon. Et on est venu, donc on n'est que des 5e années, des 4e années. Donc on a pour la plupart connu 2 directions jusqu'à aujourd'hui, donc Morgane Labarre et l'ancien directeur Alfredo Vega. Et du coup, j'entends quand vous parlez qu'on est 2 écoles qui avons eu ou qui avons des problèmes qui se ressemblent largement. Et je voulais parler par rapport à ce truc des planètes et du quartet, etc. Parce que à l'époque où je suis rentrée à l'école, il y a un nouveau directeur qui est arrivé et il s'est avéré que lors de son premier mandat, il était superbe. Et l'année d'après, catastrophique. Et son visage, il y a un masque qui est tombé alors que l'année d'avant, il y avait quelquefois des fêtes organisées à l'école en présence du directeur qui dansait avec nous, etc. Il y avait vraiment des choses qui nous rassemblaient. L'école était très, très vivante, c'est-à-dire qu'elle était toujours occupée, en fait. On est comme vous, on n'a pas de cantine ou quoi que ce soit, mais du coup, tout le monde mangeait au sein de l'école. Et après, il y a eu le Covid, etc., qui a accentué la chose. Mais en fait, le fait que la colonne vertébrale de l'école, qui était le directeur, est tombée, on est tous tombés. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un truc de dépression aussi, comme tout à l'heure, je disais, Basile, c'est ça, par rapport aux étudiants, chose qui s'est rétablie, désolée, je vais pas faire de la lèche, mais grâce à Morgane, et aux nouvelles équipes, et un peu un coup de fraîcheur comme ça. Et du coup, par rapport à ce truc des planètes, enfin, je trouve que l'école n'a pas changé d'étudiants, et pourtant, c'est tout comme dans le sens où on a retrouvé ce qu'était l'école 3 ans auparavant, en quelques mois seulement. Et quand on est habitant de l'école, au sens où on est très peu d'étudiants comme vous, le constat se fait... c'est remarquable, quoi, je veux dire. Et voilà. Du coup, maintenant, tous les lieux de repas, etc., enfin, je veux dire, l'école est tout le temps habitée. C'est bruyant, c'est... je sais pas, c'est hyper chouette de revoir ça. Du coup, ne perdez pas espoir. Il y a quelqu'un qui a voulu prendre la parole au téléphone parce qu'on est suivi en streaming. Vas-y, tu peux parler. Oui, je peux parler. Ouais, tu m'entends ? Ouais, on t'entend. On t'entend bien ? Oui, je t'entends, à toi. Ouais, mais nous aussi, tu peux y aller. Alors, quand elle aura fini. Tout le temps invité, c'est bruyant. Martin, on t'écoute. Ouais. Je suis en ligne ? Oui. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, l'image, elle est décalée. Ouais, je pense qu'il y a 1 minute de décalage en streaming. Ouais. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez, mais si. fait, j'aurais aimé être ici aujourd'hui, mais j'avais cette rendez-vous à la Casa Velázquez à Madrid et je suis en studio visite avec les résidents français, pas français, à la Casa Velázquez. Donc, je me suis connectée là, à un moment entre 2 entretiens, et je vous écoutais parler des bâtiments de l'école. C'est là où je suis tombée. Et je voulais dire que je suis complètement d'accord avec vous, que c'est un bâtiment qui est inhabitable, surtout quand je suis arrivée. Je suis arrivée en septembre 2019. Ça veut dire que c'était le moment de déménagement. C'est le déménagement qui a été aussi une galère pas possible parce que le bâtiment n'était pas fini, mais qu'il fallait déménager de façon forcée.
Et effectivement, c'est un bâtiment qu'on a beaucoup discuté avec le ministère et même avec l'architecte, Marc Zahari, pas adapté à la vie en général. Ben, il faut penser aussi qu'on a déménagé 2 mois avant le premier confinement, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu habiter les bâtiments jusqu'à, je dirais, fin 2020, plus ou moins. Après, c'est vrai que cette sorte d'inhabitabilité, ça fait partie, à mon avis, d'un programme qui a été fait pendant, je ne sais pas si 5 ans, une chose comme ça, et je n'étais pas là, mais un programme qui est défaillant, qui n'était pas conçu pour que les corps des étudiants et des salariés puissent l'habiter. C'est-à-dire, moi, vous savez, mon bureau, il est bien loin de la vie de l'école. Chaque fois que je souhaite voir ce qui se passe, et il faut que je me déplace. Je ne vois pas ces personnes parce que je suis vraiment dans un truc pas possible. Et en même temps, on a beaucoup discuté avec le ministère pour l'histoire des espaces communs, des espaces de vie, mais pas seulement des espaces de vie pour les étudiants, mais aussi des espaces de vie pour l'équipe d'enseignants, l'équipe de salariés. Que dans l'ancienne école, que j'ai habité que 3 mois, il existait. Mon bureau, il était juste à l'entrée, je voyais passer tous les étudiants, ma porte était ouverte, etc. Aujourd'hui, toutes les consignes de sécurité de ce bâtiment, qui est classé d'une façon complètement différente à l'ancienne, fait qu'effectivement, il y a de badges, il y a de clés, il y a de portes. On ne peut pas faire, c'est là où je suis arrivée, on ne peut pas faire à manger, il n'y a que des micro-ondes, il n'y a pas de sortie de fumée, oui, de fumée, je ne sais pas si on dit ça. On n'a pas la possibilité de faire la cuisine, mais on n'a même pas de cuisine. C'est-à-dire que même la petite tisanerie qui a été faite pour que le salarié puisse manger, c'est une table de 4 personnes, en sachant qu'on est 40, c'est une table de 4 personnes avec 2 micro-ondes et un frigo, et c'est tout. C'est-à-dire que ça fait partie aussi de tous les contraintes de ces bâtiments, et un bâtiment en plus où les étudiants ne se croisent pas. Et j'ai entendu parler, Iris, tout à l'heure, qu'il y avait aussi les problèmes entre les étudiants, c'est-à-dire que parce que finalement, il n'y a pas un lieu qui soit habitable en collectif. C'est pour ça que le travail qu'a fait Caroline lors de cette nuit que vous avez passée tous ensemble, ça me paraît très pertinent, parce que c'était une façon aussi d'habiter cet espace qui est, à mon avis, inhabitable. Même la friche, que je l'appelle jardin, parce que je voulais poétiser l'histoire, elle est inhabitable, sauf 1 mois ou 2 avant que vous passiez vos diplômes ou vos examens, etc. Mais c'est un lieu qui est assez inhospite et qui n'était pas pensé pour que les gens qui habitent les bâtiments soient ensemble, qu'ils puissent partager, etc. Après, j'ai entendu aussi Morgane, je pense que c'est Morgane qui a parlé, des contraintes, je n'ai pas peur d'aller en prison. Je ne pense pas que j'irai en prison sauf s'il y a quelqu'un qui meurt, tu vois. Mais c'est vrai que la responsabilité du chef d'établissement, elle est de plus en plus lourde et pesante. C'est-à-dire qu'il y a toutes des consignes qui nous sont envoyées chaque jour, mais vous ne pouvez même pas imaginer le ministère qui nous dit il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, etc., etc. Donc, même si on est dans des dialogues, moi je ne suis pas d'accord, Théo, qu'on n'est pas dans les dialogues, on est dans les dialogues, parfois c'est difficile de comprendre quels sont les éléments qui nous font à nous aussi, la direction et les équipes, de dire comment on fait aujourd'hui pour que ce bâtiment qui est en train de vieillir déjà, je pense, c'est mon sentiment, que ce bâtiment puisse être un lieu d'échange et un lieu de vie, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas un lieu de vie. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'au fur et à mesure, ce n'est pas une question de 2 ans ou 3 ans, je suis là depuis 3 ans, je pense que c'est les étudiants aussi qu'il faut que vous bougez pour trouver des compromis, mais aussi des idées
et de façons, de formes créatives d'habiter même les patios, qui est un patio qui effectivement on peut rien faire parce qu'il fait froid, il fait chaud et on entend les trains passer chaque 10 minutes, si train il y a. Je pense que c'est quelque chose à réfléchir ensemble. Ça, on avait proposé déjà d'essayer de trouver des solutions. Et on en a trouvé déjà. On fait la cuisine, on fait une cuisine qui n'est pas à cuisiner, c'est vraiment micro-ondes. Hein. Mais ça, on a réussi à avoir une petite enveloppe du ministère pour le faire. Et sachez aussi que quand je suis arrivée, il y avait un trou budgétaire à l'école énorme. Et ça, vous le savez. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu tout de suite, on ne peut pas éliminer tous les murs, les cimaises et tout ce qui fait que les salles de cours sont petites. Elles sont conçues par 25 personnes et 12 personnes. Pour moi, c'est une aberration. Le seul endroit qui est un peu habitable, c'est l'auditorium. Et je vous vois là, maintenant, je suis en train de vous voir à l'écran. Vous avez habiter cet espace d'une façon autre. Je trouve que c'est très bien. Mais c'est une façon aussi, à mon avis, de trouver des solutions collectives. Et c'est ça qui manque un peu, cet esprit collectif, pas seulement râleur, mais d'action. Et moi, je suis avec vous, et si jamais j'entends pas, il faut insister, mais doucement, sans violence. Mais à mon avis, c'est un peu le danger de tous ces bâtiments qui sont faits rapidement parce qu'il faut les faire, parce que l'école, il faut qu'elle soit... Martha, Martha, il y a Iris qui voudrait je me dis, après discuter le avec truc toi. de revenir aux normes, je pense... L'origine de ces bâtiments, c'est une origine politique. Je ne sais pas si vous avez suivi pourquoi ce bâtiment a été fait. Mais là, nous, on paye les conséquences. Non, mais je me dis juste que de refaire la liste de toutes ces normes, c'est vrai qu'on les connaît, etc. Après, moi, je pense que peut-être la solution... Ou... Ah, là, c'est... Ouais, je pense... Je me dis, refaire toute la liste des normes, etc. de ce bâtiment, c'est vrai que nous, on en est fatigués de les entendre, et ça, en plus, on les connaît bien, je pense, maintenant. Et je parle pour nous, et je parle pour continuer la discussion aussi, mais je me dis que à quel moment le ministère de la Culture serait au courant que dans l'espace chill out à 14h33 de l'École nationale supérieure de la photographie, je sais pas, Kaelis et Elliot ont cuisiné des pâtes. Et je me dis, c'est peut-être... Non, mais je sais pas, mais je me dis que c'est peut-être aussi... Il y a un moment, peut-être nous, en tout cas, on doit se poser les questions aussi de... Non, mais elle entend pas dans le... Mais je sais fort. pas, parce qu'il y a un délai dans le streaming. Mais après... D'accord. Non, mais en tout cas, je me dis, c'est aussi des minuscules détails, des fois, de choses où peut-être que d'avoir cuisiné des pâtes à un moment à 15h33 dans l'espace chill-out, pour nous, ça serait quelque chose de chouette. Et que c'est la différence entre les normes qui paraissent très, 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 très loin et un geste qui paraît tout petit. Et je pense, on parlait de piraterie tout à l'heure, mais peut-être que, je sais pas. Mais... Non, mais c'est les choses dont on a abordé tout à l'heure, hein, c'est de savoir voilà. comment on sort du programme. C'est vraiment ça. Mais tout à l'heure, si tu voulais prendre la parole, il me semble, c'est décalé. Morgane, tu veux... Mais peut-être qu'on peut aussi... Vas-y, ouais. C'est juste que j'avais d'un coup j'avais en fait juste envie de reformuler aussi les choses sous un angle plus optimiste, parce que de mon point de vue à moi, il y a un truc quand même assez optimiste dans tout ça. C'est-à-dire, moi, j'enseigne pas depuis très longtemps, ça fait 1 an et demi, et au début, quand je suis arrivé dans les écoles d'art, j'avais mon expérience, mes souvenirs de quand j'étais étudiant. Et au début, ce qui m'a frappé, c'était de me dire, les étudiants d'aujourd'hui, ils sont moins heureux. Il y a un truc qui bloque à Avignon, mais dans plein d'écoles et tout. Et en fait, je me suis aperçu que c'est un peu l'idée de le double bind, c'est-à-dire la double contrainte. C'est-à-dire, quand on a 2 injonctions contradictoires, ça crée un trouble mental. Parce qu'on doit faire ça, mais les 2 choses ne sont pas compatibles. Alors nous, par exemple, on a un cas typique, je trouve, moi je l'ai ressenti comme ça, c'est qu'on a envie de se sensibiliser justement aux questions de neurodivergence. Comment est-ce qu'on accueille une pensée autre, une autre manière de faire, autre manière de... Comment est-ce qu'on prend ça en considération dans l'enseignement? Et en même temps, on avait ce truc on doit renouveler notre accréditation
pour montrer que notre diplôme il vaut bac+5, machin truc et tout. Et donc les mêmes étudiants qu'on veut accueillir, bah, ils n'ont pas forcément la capacité de faire le mémoire, de faire le truc, et donc on se dit, mais alors on a deux injonctions qui pour moi ne vont pas, c'est-à-dire être large dans ce qu'on accueille comme diversité humaine, et à la fois devoir resserrer sur un impératif universitaire de qu'est-ce qui valide le diplôme. Et donc il y a cette chose comme ça qui est ambiguë. Et donc c'est un peu comme le verre à moitié vide, verre à moitié plein. Moi je pense que cette double contrainte et ce sentiment de deux choses qui ne vont pas ensemble, bah aussi vous la ressentez parce que l'injonction progressiste, on va dire, qui était dans l'air du temps, mais qui n'était pas assez forte pour s'exprimer, aujourd'hui, elle s'exprime. Et donc, on s'aperçoit qu'on veut faire des choses dans une école d'art et que les vieilles grilles, les vieilles structures dans lesquelles on est ne s'y prêtent pas, en fait. Et pour moi, c'est assez positif que vous ayez envie de faire passer en force ces idées-là, écologiques, je sais pas, tout un tas de choses, en fait, où avant, évidemment, on n'était pas pris entre deux feux, parce que simplement, on les avait dans un coin de la tête, le monde va dans le mur et tout, mais bon, on continue comme si de rien, en fait. Et aujourd'hui, il y a l'idée, on arrête de faire comme si de rien, on veut faire les choses telles qu'il faudrait les faire, et on est dans ce moment où ça bloque, parce qu'en fait, il y a l'ancien monde et le nouveau monde qui sont un peu en conflit. Donc c'est douloureux à vivre, mais c'est positif, je trouve, qu'on essaye de faire ce passage à l'acte, en fait. Je ne sais pas si c'est clair dit comme ça, mais... Allez-y. Ouais. Vas-y. Alors, ça, c'est, je crois, une question que j'avais un peu, surtout pour les directeurs. Mais en fait, le truc, c'est que je trouve qu'en ce moment, quand je parlais de ma promo qui était molle, je ne parle pas que de la mienne. Hein. Je parlais aussi d'une sorte de génération où il n'y a pas assez de motivation. Je voyais ça aussi dans l'école d'Aix-en-Provence, parce que moi, j'habite à Aix-en-Provence, donc j'allais très souvent à cette école. Et là aussi, ça arrivait. J'ai vu pratiquement comment 2 directeurs ont un peu ravagé 2 écoles, la nôtre et Christian Merliot, qui a fait un peu... Non, mais tout le monde sait qui était directeur à ce moment-là. Tout ça pour dire que les directeurs sont très importants pour les écoles et que juste, il faudrait parler plus dans le dialogue. En fait, je me demande si cette différence de génération, ou justement, pas tant que ça, mais ce positionnement, cette distance, elle est faite pour justement calmer un peu les choses, parce qu'en fait, je trouve qu'il faut communiquer, et parce que nous, on ne sait pas à quoi il se ressemble le travail d'un directeur. On sait juste que vous êtes là pour changer certaines choses, ou pas changer du tout, ou maintenir les choses comme ils étaient, mais essayer de gérer l'école. Mais cette partie, on ne la voit pas, évidemment. Mais oui, juste... je pense qu'il faudrait communiquer dans tous les cas, mais être ouvert aussi à entendre. J'aimerais bien, des fois, savoir comment ça se passe avec ça, quoi, le décalage. Est-ce que c'est... vous comprenez ce que les gens disent Tu fasses un podcast, Morgane. On va faire un séminaire. C'est quoi la vie d'une directrice? Mais je voulais rebrancher sur le double bind, parce que j'en ai entendu un tout à l'heure dans le discours de Martha, qui n'est pas pour dire c'était mal, hein, c'est juste un double bind classique, c'est quand on donne une instruction d'un truc qu'on peut pas obéir, auquel on ne peut pas obéir. Oui. Donc aime-moi est typiquement un double bind. Hein. Si tu dis à quelqu'un de t'aimer, tout de suite tu te places dans une position impossible à aimer, puisque tu es dans la... Oui, d'accord. Donc un autre double bind classique est soyez créatif. Oui, c'est pas possible. Du coup, tu es coincé, parce que si tu désobéis, oui, tu es créatif par rapport à l'ordre, mais tu n'es pas créatif en ayant obéi. Enfin bref, il y a une sorte de boucle qui apparaît dans l'instruction de la directrice. Et je veux dire, on peut dire être en école d'art et c'est par définition appartenir à un double bind, de plein de manières différentes. Donc ça, c'est la merde spécifique dans laquelle nous sommes. Et je me dis, une des manières de faire fuir cela, au sens de percer le ballon de baudruche, etc., c'est la technologie que tu as utilisée très simplement en proposant conférence, c'est-à-dire, et qui a été amplifiée par le fait que Morgane a proposé un bus qui fait venir des étudiants ici. Et qu'est-ce qui fait que ça s'anime? C'est qu'il y a des gens d'ailleurs. Enfin, et c'est comme ça qu'on perce le double bind. Et comment on remplit les salles, les pauvres salles là? C'est pas avec les étudiants d'ici. Enfin, et on s'en fout d'ailleurs. Non mais sérieusement, c'est-à-dire en fait c'est parce que tu perces
la boîte de l'institution. Et on en discutait avant-hier sur l'idée de créer le syndicat du Massico, etc., et qui crée cette alliance entre les différentes écoles d'art, etc. Il y a l'Andéa à un niveau, il y a le Massico à un autre niveau qui permet de dire, bon, les étudiants se liguent et commencent à avoir des voix communes, etc., et peuvent s'entre-inviter. Enfin, je veux dire, une fête, ça se fait pas... Enfin, tu fais pas une fête avec juste ta famille. T'invites les copains, et c'est ça qui fait que tu as le sentiment d'être une fête. Donc voilà, c'est juste pour pointer le fait là, pourquoi on a réussi à s'asseoir, c'est parce que... Non mais... Enfin, juste pour revenir un peu à tout ce qui s'est dit, là, effectivement, là, par exemple, ce que tu disais sur les étudiants, où il y a peu de communication au final des directions et compagnie, je sais que c'était, si je ne me trompe pas, il y a eu les assises des écoles d'art en 2015 qui ont eu lieu à Lyon, sous la direction de Emmanuel Tiblou, si je ne dis pas de bêtises, qui est actuellement le directeur des Arts Déco Paris. Suite à ça, il y a eu énormément de questions qui sont posées avec énormément d'intervenants, doctorants, étudiants, enfin profs, pédagogues et tout un tas de gens qui sont issus du circuit des écoles d'art. Et toutes ces questions-là sont posées dans une formulation, on va dire, de qu'est-ce que sont les pédagogies d'aujourd'hui. Et je reviens un peu à ce que vous disiez, je ne sais pas votre prénom, mais voilà, il y a eu toute une espèce de nouveaux rapports aussi à l'enseignement, à l'innovation dans l'enseignement, entre un vieux monde et un nouveau monde. En tout cas, effectivement, en disant que nous en tant qu'étudiants, enfin, moi, je ne parle plus en tant qu'étudiant, je suis ancien étudiant, ça fait quelques années que je suis sorti de l'école. Je tiens un atelier maintenant en dehors, justement, des circuits institutionnels, puisque je sens que ce n'est pas du tout ma came, tout simplement. Mais... tout ça pour dire qu'il y a eu un autre rassemblement, ce que je me perds un peu, désolé, mais qui a eu lieu qui a eu lieu aux Arts Déco Paris, dans lequel j'étais parti avec Yannick Vernet, qui est le fondateur du Fab Lab de l'école de la photo à Arles, où il y a eu une vraie réunion mise en avant par l'Andéa de tous les étudiants des écoles d'art, aussi bien nationales que territoriales, et où en fait toutes ces problématiques, toutes ces questions du doute, de l'épuisement qu'on a aussi face à l'institution, tout ça, effectivement, enfin, comment dire, il y a une espèce de paradoxe aussi où on est sélectionné, il ne faut pas l'oublier, on représente une toute petite tranche au final de ce qu'est la population. Je sais pas, par exemple, on le voit, c'est assez simple, on le voit très bien là autour des gens qui soulèvent ces problématiques. On est la plupart blancs. Enfin, il y a quand même tout un rapport, je trouve voilà, on a une espèce de rapport aussi à l'ego, je pense, qu'on cultive énormément dans les écoles d'art. Et je trouvais ça assez beau, Emma, ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais tu as parlé de poétique de l'oubli de soi. Et je crois que c'est aussi un des trucs qui fait que ça ne fonctionne pas, ou en tout cas qu'on n'a pas des endroits dans lesquels on peut corroborer, ou dans lesquels on peut... comment dire, créer des espèces de méandres, parce que l'école d'art cultive l'ego avant tout, j'ai l'impression. Ça, c'est mon avis en tout cas, et que du coup, ça crée pour revenir aussi à ce qu'elle disait Caroline tout à l'heure, des espèces d'étanchéité en fait, et d'absence de porosité entre nous, puisque en fait, on nous habitue en fait à on travaille quand même sur le doute à la base, mais on nous habitue à ne pas les exposer, en tout cas à ne pas montrer nos défaillances, voilà, parce qu'il faut que derrière on postule à des appels d'offres. Je sais pas, en tout cas pour moi c'est quand même un peu ce que je vois moi en étant jeune sortant depuis 3 ans. Il y a quand même encore une fois une espèce de culte aussi. Il faut répondre aux appels d'offres, il faut être visible en fait dans la bulle institutionnelle pour pouvoir un jour espérer montrer son travail, accéder à plus de résidences. En fait, il faut être meilleur administrateur qu'artiste. Je suis désolé, mais c'est ce qui a été dit à la dernière conférence dont j'étais pas là, mais j'ai regardé avec c'est le truc les gens d'après là, je sais plus, la vie d'après. Voilà, c'est un peu les gens d'après aussi. C'est que il y a une espèce de phénomène où en fait l'institution
crée de l'institution. Et je crois qu'on est dans une espèce de schéma aujourd'hui où on se sent tous un peu perdus, même en sortant de l'école, parce qu'en fait, on nous met dans une espèce de petit cocon où l'URSSAF n'existe pas, où en fait, voilà, on est des gentils jeunes étudiants, on va devenir une espèce de vitrine de l'art contemporain et de la photographie. Tout ça pour en fait se retrouver derrière dans une espèce de truc où en fait si on n'a pas le bon langage, c'est une question de langage encore une fois, il me semble, en fait on n'existera pas aux yeux de l'institution. Alors maintenant moi je reviens sur aussi ce qu'a disait du coup Emma tout à l'heure, la question de est-ce que c'est pas exactement ça qui a été dit, mais est-ce que c'est grave? Je sais pas, je pense qu'il y a d'autres porosités qui se créent ailleurs. Je pense que la question du collectif elle est évidemment présente dans tout un tas. C'est pour ça que je suis pas juste un gueuleur, parce que je pense que ça m'était adressé de la part de Martha, mais je pense que les porosités, elles se créent ailleurs, et elles se créent surtout, et c'est dommage, mais elles se créent surtout plus en école d'art, en tout cas pour moi. Oui. Oui, en fait, t'es pas le seul à avoir cette opinion, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui sortent de l'école d'art qui ont ces inquiétudes-là. Mais pour retourner au thème de l'école, sorte d'occupation ou essayer de changer, faire un petit peu des trucs un peu sauvages, enfin, je sais pas. Souvent, les étudiants qui se battent pour avoir des choses à l'école ne voient pas les résultats, les fruits de leur lutte. Et c'est qu'en sortant que tu vois qu'au moins, que des fois, pas tout le temps, les générations qui sont au-dessous, c'est ceux qui vont profiter de ça. Mais heureusement que quelquefois, les gens en profitent de quelque chose que tu as fait. C'est pour ça que c'est quand même important de penser plus à le faire collectivement que en solo. Parce qu'en fait, ça n'arrive pas d'aller seul comme ça. Il faut vraiment s'abandonner à ce truc de moi je veux ça, mais plutôt voir plus ou moins comment les autres se sentent ou ce qui veut le groupe, quoi, les besoins de presque tout le monde par rapport à chaque école, parce que chacune est différente. On ne peut pas mettre un schéma sur chaque pour toutes, quoi. Ouais, l'idée, c'est vraiment de juste, si vous avez, je sais pas en quelle année vous êtes, mais si ça met du temps, ça met toujours du temps. De toute façon, pour tout met du temps. Surtout quand on fait les trucs en collectif, mais justement, faire les trucs en collectif pour hacker ce genre de petits systèmes, trouver les porosités, tout ça, ça se fait en groupe, quoi. Et peut-être que vous n'allez pas voir les résultats de façon immédiate, et ça c'est un truc vraiment d'être juste patient et essayer de trouver les porosités là où ça ne doit pas juste casser des trucs ou juste se laisser aller avec son impatience. C'est vraiment être patient et faire des choses, mais en collectif. Je pense que c'est peut-être... Mais ça participe un peu, pour prolonger la pensée de ce matin, de ce que dit Donna Haraway, de créer des parentés, d'autres types de parentés. Elle ne parle pas de la famille mononucléaire, mais de se sentir apparenté, on va dire. Et aussi de s'inscrire, du coup, dans des généalogies et des transmissions Mais alors, déjà qu'on a du mal à faire effectivement des collectifs qui soient horizontaux et présents en temps présent, creuser le futur en disant que ce qui est fait là par les étudiants d'aujourd'hui, ce sera pour ceux de demain, c'est encore moins évident. Voilà. Tu allais dire... Non, mais je crois que ça, on se rend compte que je pense qu'il y a des petites... on a l'impression de rien foutre, qu'il n'y a rien qui avance, etc. Mais je crois que quand on regarde un peu en arrière, on se dit « Ah ouais, mais en fait, non, il y a quelques trucs qui ont bien changé quand même déjà, etc. » à une certaine échelle. Et dans le truc même Emma nous disait hier, avant-hier, que par exemple de finir en installant, enfin en tout cas pour nous, notre génération, d'essayer d'installer le Massico à l'ENSP. Je pense c'est vrai que si tu arrives comme disait Emma, dans un cadre où tu as l'impression qu'il y a déjà des ponts possibles ou des enchevêtrements envisageables ou la possibilité d'eux, ça change. Nous, on ne serait pas arrivé avec ça il y a 3 ans et t'es pas arrivé dans le même contexte et les prochaines n'arriveront pas dans le même truc. Enfin, donc ça, je suis d'accord. Pas tarder à y aller, nous en soi. C'est pour l'enregistrement. Et il faut que la caméra le sache. Non. Tu dis non, c'est bon. Non, je disais juste pour prévenir entre mes camarades et prévenir
Non, pour revenir un peu à ces... Enfin, je ne sais pas très bien articuler, mais la question, c'est, à mon avis, vous faites collectif, vous voulez faire des choses, il y a des choses qui ne sont pas possibles, il y a des endroits où ça va être la confrontation violente, il y a des endroits où on peut négocier. Et ça, il ne s'agit pas de dire qu'il faut toujours aller négocier et pas aller dans la confrontation, parce qu'il y a des moments, si vraiment on a en face de soi des gens qu'on considère comme des ennemis, mais attention, avant de les considérer comme des ennemis, il faut vraiment s'assurer aussi que ce sont vraiment, quoi. Il y a plein d'échelles de différents jeux, différents endroits où on peut aller, on peut moins aller. Est-ce que ça vaut la peine d'investir cet endroit-là ou ce conflit-là? Et c'est un grand jeu de dupes. C'est-à-dire que il y a des endroits où quand vous êtes face à une administration ou une direction qui a elle-même au-dessus d'elle des tutelles, et il y a des jeux de pouvoir dans tous les sens. Et il s'agit juste de savoir à quel endroit c'est intéressant d'aller pour faire bouger les choses. Et il y a peut-être il y a des endroits où il faut être intransigeant sur ces lignes. Je veux dire, il y a une intransigeance assez radicale à avoir sur ces positionnements, y compris éthiques. Il faut savoir pourquoi on fait les choses. Après, peut-être que il faut aussi, tout en maintenant ces lignes-là, ne pas nécessairement aller à la confrontation quand il peut y avoir un dialogue. C'est-à-dire que souvent, je vous dis ça parce que souvent, le risque, c'est qu'on arrête de se parler alors qu'on aurait pu trouver des espaces de négociation. On ne va pas forcément arriver à être d'accord à la fin, parce que nos positions sociales ou institutionnelles, elles sont antagonistes à certains endroits. Ça arrive, il y a des endroits... La question, c'est comment est-ce qu'on trouve des endroits de négociation là-dedans? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu confus. Oui, non, mais si, je mais ça me semble hyper important pour continuer à avancer sans se... Je veux dire, il y a des moments où il faut se foutre sur la figure, mais de manière générale, il faut essayer d'éviter de le faire quand même. Oui, juste un truc. Je pense que de toute façon, ce truc d'échec et de confrontation, enfin, je sais que nous, l'année dernière, on a voulu faire autre chose, organiser quelque chose en dehors de l'école, et sans direction, etc. Et on en revient à une forme d'échec. Enfin, il y a des échecs pareils dans les notions de s'organiser collectivement. Et je crois que souvent, il y a une récurrence. Non, mais de... Non, il y a plein de choses qui ont marché, mais il y a aussi un échec dans l'organisation collective. Et enfin, je pense avoir lu pas mal de trucs sur la notion de collectif, etc. Et c'est drôle quand même la récurrence de cet échec. Mais oui, en soi, oui, je suis d'accord. Mais parce que... non, mais c'est vrai. La réussite est capitaliste. Oui, non, mais c'est assez drôle. Et je trouve... Ouais, et en plus, tu parlais tout à l'heure de cette notion d'échec. Et c'est drôle. Non, mais voilà. Et ça continue à nous triturer l'esprit. Et de toute façon, on ne trouvera jamais de solution. Et puis, tu vois... Ah, Théo, tu as une dernière question? Parce qu'après, il faut qu'on coupe cette vision. Ouais, une micro-question. C'est une micro-question pour Emma. Je voulais que tu me redonnes la référence sur comment voler à son université. Je vais mourir. Les sous-communs, planification fugitive et études noires. Et il y a un chapitre qui s'appelle « Le vol de l'université » et qui dit « La seule relation possible à l'université aujourd'hui est le vol ». En disant « Elle nous vole, elle vole nos énergies, elle nous extrait de nos savoirs. Notre fonction est de détourner son argent. » Le dernier mot, c'est l'argent. Bon. C'est une incroyable dérive programmée que nous terminons aujourd'hui. C'était assez étonnant de dériver ainsi en se sachant aussi en streaming, et donc écouter et observer et regarder. Et on a essayé d'être aussi en dialogue avec cette extériorité, puisqu'on lutte contre l'étanchéité, donc ça va. Merci beaucoup et à très vite dans d'autres contextes.